C'est parti. Salut Daré, merci d'avoir accepté cette invitation. Salut Faudil, ça fait des années. Ça fait des années. Je ne te cache pas que, à la fois, j'ai voulu, à travers cette interview, mêler un petit peu l'utile et l'agréable. Clairement, on va parler business et je pense que tu es très bien placé pour ça. Mais aussi, voilà, on ne s'est pas revu depuis des années et ça me fait grave plaisir en fait de pouvoir échanger, de profiter de cette occasion pour pouvoir échanger avec toi. Bah, depuis, on a tous perdu nos cheveux, déjà. Ah, ça ne nous rajeunit pas, c'est sûr. Ça ne rajeunit pas, ça ne Ah rajeunit ouais. pas. Alors, Daré, Non, on va commencer dis-moi. par, juste pour poser un petit peu le décor. Est-ce que tu peux te présenter, grosso modo, sur ce que tu fais actuellement et ce qu'est MS Africa? Alors, je m'appelle Daré Ateku Onyadou Babatunde Okudu. Je suis né au Bénin. J'habite maintenant en Afrique du Sud. J'ai fondé une société qui s'appelle MFS Africa, où en gros, on est l'une des fintech leaders du continent. Mhm. On connecte aujourd'hui plus de 320 millions de portefeuilles électroniques dans une quarantaine de pays. On Wow. facilite le mouvement d'argent dans le continent, donc que ce Mhm. soit de personne à personne ou de business à business, de personne pour business, mais aussi entre le continent et le reste du monde, que ce soit encore une fois pour les transferts d'argent entrants, mais aussi les paiements de services, de biens vers la Chine, vers l'Europe, vers les États-Unis et tout ça. Donc voilà, j'habite en Afrique du Sud depuis une quinzaine d'années et j'ai créé la société en 2010. En 2010. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, l'idée, c'est qu'en fait, c'est une boîte qui permet de faire en fait qui remplace un peu limite des comptes bancaires pour le B2C. Déjà, dans un premier temps, les gens peuvent s'envoyer de l'argent à travers les wallets téléphone ou c'est pas tout à fait ça? C'est ça. Alors, nous, on est B2B. Donc, nous, Ah, nos clients sont les opérateurs. Alors, vous avez peut-être entendu parler du Mobile Money en Afrique, tout à fait. Orange Money, MTN Money. Donc, ça, ce sont nos clients. Et si tu imagines un peu les, tu vois, le réseau Visa pour les cartes bancaires, le fait que tu peux être Oui. BNP Paribas, mais tu peux retirer dans un distributeur de Crédit Lyonnais. Je ne sais pas si ça existe encore le Crédit Lyonnais. Ouais, Le, a priori, LCL. LCL. Et, donc, si tu imagines un peu ça à l'échelle de l'Afrique, donc aujourd'hui, les porte-monnaies électroniques comme Orange Money, MTN Mobile Money sont en train de remplacer les comptes bancaires. Tout à Et fait. nous, on permet l'interopérabilité entre ces choses-là. Donc, on permet à ce qu'un client M-Pesa au Kenya puisse envoyer de l'argent à un client Orange Money au Burkina Faso, par exemple, ou un client MTN Mobile Money en Zambie puisse envoyer de l'argent RTL Money en Ouganda. Donc, notre business est vraiment un business B2B technique, un peu comme un hub D'accord. derrière ces opérateurs qui eux-mêmes sont en train de désintermédier les banques, effectivement. Donc, nous, on est les supporters, en fait. Ouais, C'est eux qui sont devant en train d'adresser les clients directement, mais nous, on les d'accord. supporte pour tout ce qui est interopérabilité sur le continent. Ok, ok, super. Et aujourd'hui, quand tu dis aujourd'hui, en fait, il y a plus de 300 millions de comptes qui utilisent donc ce service, c'est ça? Oh, bien, bien plus. Je pense que, donc, nous, MFS Africa, on en connaît 320 millions, mais Mhm. ça fait à peu près 60% du marché. Donc, Waouh, ça te énorme. donne une idée, oui, oui. Et tu sais, aujourd'hui, je pense que de toute façon, à l'échelle de ces utilisations de mobile money, c'est la forme la plus répandue de compte courant en Afrique Mhm. aujourd'hui. En Donc, il y Afrique, a ouais. beaucoup de gens, des centaines de millions de gens qui, au lieu d'avoir un compte courant à la banque, ont simplement ce compte portefeuille électronique qui est accessible via leur mobile. Ils peuvent faire des opérations auprès d'un agent dans un coin de rue et puis ça va vite. Incroyable. Ouais. Incroyable. Alors, on va y revenir un petit peu avant ce lancement justement donc de MFS Africa. Ce que je voulais revenir avant, c'est sur ton parcours. Je sais que voilà, comme tu as dit, tu es né au Bénin, tu as prolongé tes études au Maroc, puis ensuite tu es arrivé en France. Je sais pas si tu as continué, tu as terminé tes études à Paris? À Paris, À effectivement. Paris. Et Ouais, ensuite, nous, on s'est connus dans un grand cabinet de conseil, à PricewaterhouseCoopers. C'est là où on s'est connus. c'est vrai. Ouais, effectivement. Donc, je suis né au Bénin. J'ai eu mon bac en 94 au Bénin. Et, Mhm, et tout de suite après, je suis allé au Maroc pour faire les classes préparatoires. Donc, j'ai fait maths sup à Tanger et maths mhm. spé à Casablanca.
au Ah lycée oui, Mohamed V, avenue de Mars, je me rappelle bien. Et de là, j'ai intégré Télécom Paris en France. Donc, j'ai fait les waouh. concours et puis donc, je suis arrivé en France en 1996, à 212 rue de Tolbiac. C'est la maison des élèves Le de sud de Télécom Paris. Paris à l'époque. Mais maintenant, je pense que si, ça a déménagé en banlieue. Mais à l'époque, c'était dans le 13e arrondissement, rue Barreau. Et donc, j'ai passé 3 années là-bas. C'était la fin des années 90, c'était le début d'Internet. Oui. C'était les dot-com. Et comme beaucoup de gens, en 98, je suis allé aux États-Unis. J'ai Hmm. rejoint une start-up euh, où on essayait de construire les modems et DSL. ADSL à l'époque, c'était encore des sujets de recherche. Je suis revenu en France et j'ai fini mon diplôme en 99 et Mhm. j'ai rejoint PricewaterhouseCoopers. Et donc j'ai passé avec toi, avec le foot et tout ça, de belles années chez PricewaterhouseCoopers. Ensuite, la partie conseil a été vendue à IBM, donc je suis resté encore une année chez IBM avec un groupe d'anciens de Price. Euh, Mhm. on est parti, quelques associés à l'époque, on recréé un autre cabinet de conseil qui s'appelle Step Consulting Ah oui. à l'époque. Donc, j'ai passé une année avec l'équipe, Jérôme Mhm. Rhin, François Guénard, David Bonus. Et on a, et après, je suis allé à l'INSEAD. Donc, j'ai quitté pour faire une année à l'INSEAD à Fontainebleau, puis à Singapour. Et de l'INSEAD, j'ai Donc c'est faire rejoint le le groupe, fameux MBA de le INSEAD. fameux MBA de l'INSEAD, effectivement. Et de là, j'ai rejoint le groupe MTN ici en Afrique du Sud, donc en 2006. Je suis arrivé en février 2006 en Afrique du Sud. J'ai intégré le groupe dans l'équipe de stratégie du groupe, à l'époque où Mhm. j'ai passé 3 années, 3 ans et demi. La plupart de ce temps, quasiment 2 ans et demi, 3 ans, je l'ai passé sur la stratégie et le développement du paiement mobile, en fait. Donc j'étais le leader du Mobile Money, le responsable du projet Mobile Money chez MTN pour le groupe. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2009. Fin 2009, j'ai quitté MTN et en 2010, j'ai créé MFSA. Et en 2010, tu as créé, d'accord. Alors juste, avant cela, tu vois, je trouve que le parcours, il est impressionnant parce que tu vois, là, tu pars d'Afrique, tu vas finir tes études, tu fais ta prépa, au Maroc, puis ensuite tu continues, en France, ainsi de suite. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la flamme, la motivation qui était à l'intérieur de toi de se dire parce que c'est atypique quand même. Moi, Hmm. j'ai rarement vu, des parcours comme ça, similaires, tu vois? Je sais pas, hein, mais c'est quoi le truc à Non, l'intérieur? Qu'est-ce qui t'animait en fait? Dès le début, on dirait comme si tu avais une vision et c'est quoi qui t'animait? honnêtement, d'abord, après, des années après, j'ai compris que mon nom en anglais voulait dire oser, dare. Ah oui, exact. Bien vu, bien vu. Tu vois, donc ça, je ne savais pas. Donc, je ne pourrais pas Ouais, dire que c'était prémonitoire. Mes parents ne parlent pas anglais, donc clairement, ils n'ont pas fait ça exprès. ouais. Je ne sais pas. Je pense. Bon, déjà, il y a eu beaucoup de concours de circonstances. Mmh mh. De me retrouver au Maroc. Je pense que j'étais un des 2 étudiants béninois qui avons eu cette bourse pour aller faire les classes préparatoires au Maroc. Ah oui, Voilà. et je sais Donc, que ça a pas toujours été facile. c'est pas toujours facile, là. Tu sais, dans début des années 90 au Maroc, euh, Ouais. tu vois, on était les premiers Africains à arriver au Maroc et c'était pas Mmh. facile. Ouais. Et, et aussi pour moi, j'avais 18 ans à l'époque, donc arriver euh, en classe préparatoire. Euh, mais je dirais, donc déjà d'avoir eu la chance, le concours de circonstances, d'être là au moment où cette bourse, tu vois, où on annonçait qu'il y aurait une bourse. Donc pour pouvoir postuler, il faut déjà être au courant. Et j'ai eu comme ça beaucoup de concours de circonstances dans ma vie, où être là au bon endroit et tout ça. Donc ça, c'est la partie où je pense, tu vois, peut-être il y a une La bonne partie étoile. destin. Voilà, Mmh. la bonne étoile. Mais aussi, je n'ai jamais vraiment douté de ce que je pouvais faire. Et je ne me suis jamais considéré. En fait, j'ai jamais pensé qu'il y avait une limite à ce que je pouvais faire. Jamais. Même, je me rappelle quand j'étais chez Price, tu te rappelles, ou même avant, quand j'étais chez la Télécom. Avec le recul, je vois déjà, c'était pas évident. Je suis arrivé en France directement dans une élite, tu vois, les Mmh. classes des grandes écoles. Ouais. Déjà, ça te filtre tellement. Et ce n'est que des années après, j'ai fait pendant des années, je faisais pour France Télécom des cours dans les banlieues, Mmh mh. dans les pour BTS et tout ça.
Et ce n'est qu'après ça que j'ai mesuré en fait toutes les étapes que j'ai sautées en arrivant en France, Mmh. Ouais, en c'est arrivant clair. là. Et mais donc ça fait partie aussi des concours de Scrum. Mais je pense que la partie où ma propre, je dirais la volonté, c'est que vraiment je n'ai jamais douté de ce que je pouvais faire. Ouais. Et je n'ai jamais vraiment euh, en Côte d'Ivoire, ils disent tu as gros cœur. J'ai un gros cœur. J'ai pas peur. En Ouais. général, je me dis pas, toi, c'est pas possible, ça c'est trop loin, ça c'est au-delà. Et parce que je n'ai pas peur, j'ai essayé beaucoup de choses et bah, certaines choses marchent. Et après, voilà, je dirais de toute façon, arriver en ne me mettant pas ces limites et en arrivant déjà en France dans ce groupe de grandes écoles, je pense que ça a aidé beaucoup de travailler chez PricewaterhouseCoopers, ça a aidé beaucoup. Mais, mais en y étant aussi, je me suis rendu compte que c'est des hommes comme toi et moi qui y sont. C'était pas, ils n'avaient Mmh. pas de tête, c'était pas plus compliqué que ça, quoi. Absolument. Donc voilà, c'est vraiment prendre sa chance, je dirais. Toujours prendre sa chance. Toujours prendre sa chance. Alors je voudrais revenir sur un point, dont tu m'avais fait part quand tu étais dans le vestiaire là, justement avec l'équipe de foot de Price. Petite anecdote et tu verras que ça va te surprendre. Hem Et c'est en fait pour rebondir sur un point qui revient souvent, nous en tant qu'Africains, on a souvent tendance à un petit peu à se victimiser un peu, tu vois? À mettre du racisme partout et donc du coup à mettre des barrières, à se mettre à soi-même des barrières, même si bien sûr ce racisme existe, hein, et ça c'est voilà, comme partout malheureusement. Mais on a tendance parfois à se rajouter encore plus de barrières et se justifier, voilà, se trouver des excuses finalement plutôt que des moyens. Et tu m'avais fait part de cette anecdote, je m'étais souvenu et je l'avais retenue. Tu m'avais dit: «Tu sais, tu as eu un accrochage avec un manager» et tu m'avais dit, ou qui avait tenu des propos, racistes et tu m'avais dit: «Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que le racisme était propre à la bêtise et j'ai compris par la suite que même les gens intelligents pouvaient être racistes». Tu te C'est souviens ou pas? vrai. Oh, waouh, oui, ça, il y a longtemps, ça. Tu as une bonne mémoire. Hein, hein, C'est vrai, voilà. c'est vrai. Ça fait des années, elle est restée C'est là. vrai, ça fait des années. C'est vrai, C'était c'est un vrai. accrochage que tu avais eu, je ne sais plus Ouais. exactement, dans quels étaient les propos et tu avais eu ça et moi je voulais te dire comment toi justement, parce que tu as été confronté à tout ça. Comment, toi tu voilà, tu règles cette problématique, voilà, du racisme voilà, qui peut exister, sur lequel tu as été confronté, que ce soit, lors de tes formations, de tes études ou lors de tes expériences professionnelles? Comment voilà, tu as mis ça de côté ou peut-être parfois même tu l'as utilisé comme un booster? J'en sais rien. Comment tu l'as appréhendé en tout cas pour avancer dans tes Hmm. objectifs? Waouh, c'est profond, ça. Écoute, c'est non, enfin, c'est vrai. Alors déjà, on est en 2021. Il y a eu Black Lives Matter. Je pense que le monde est un peu plus sensible Mmh, au sujet du racisme, euh, volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient. Je pense que la question du racisme aujourd'hui est beaucoup plus présente dans le débat, que ce soit dans la société en général, dans l'entreprise et tout ça. Donc ça, c'est déjà bien. Par rapport à l'époque que nous on a vécu, comme tu peux ouais, c'est imaginer. vrai. Et, et je pense que si quelqu'un aujourd'hui, si tu es africain, tu as 18 ans, même je dirais même si tu as 15 ans, il y a de grandes chances que tu vas vivre dans un monde qui va être raciste, où tu vas être confronté à du racisme encore. J'ai de l'espoir pour les gens qui ont moins de 15 ans. Je me dis, peut-être que Mmh, ça va changer un peu. ça va évoluer. Et du coup, je vais te dire une autre anecdote aussi, c'est que quand j'étais plus petit, j'ai fait beaucoup de judo. Mmh, Et un truc que tu apprends au judo, c'est de jouer avec la force qui vient vers toi. Donc, mmh. c'est tout le judo, c'est basé sur, tu vois, À force, tu d'inertie roules ou avec. Ah ouais, mmh, voilà, tu roules avec. Donc, mmh, quand quelqu'un vient à toi, tu te opposes pas, tu vas avec. Et je pense que ça a toujours été peut-être, ça a toujours été un peu mon approche en fait. C'était de ne pas forcément. Alors, il y a des moments où l'émotion prend le dessus, et effectivement, quelqu'un voilà, t'emmerde, bah, tu réponds, et parfois ça peut être assez vilain. Mais en général, j'essaie de l'utiliser, d'utiliser ce qui vient à moi. Et mon expérience, et déjà comme je t'ai dit, c'est que je ne me suis jamais, j'ai jamais laissé le racisme définir ce que je pouvais faire. Je n'ai jamais accepté euh,
l'histoire du plafond de verre. Mm. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, Ah, c'est mais intéressant mentalement, je me suis refusé à de me te... limiter, voilà, à ce que les autres voyaient. Donc ça a toujours été un peu une philosophie Mais pour tu l'as moi. ressenti, tu as réussi à le percer Écoute, à ton alors, niveau? c'est toujours compliqué parce que bon, maintenant je suis entrepreneur, donc je définis Ok. mon Ouais, propre plafond, si ton tu propre veux. plafond. Mais même avec ça, tu as énormément de racines dans la levée de fonds, C'est vrai, notamment auprès des investisseurs et tout ça. c'est vrai. Mais même avec ça, je me laisse pas, je me dis, là, tu vois, toute porte fermée te rapproche de la porte ouverte, comme on dit. Donc, Ouais. donc vraiment de ne pas m'apitoyer si quelqu'un me dit non. Et parfois, tu as des expériences racistes très claires qui te, Mm. euh, mais je crois que tu as utilisé le bon mot et vraiment, je voudrais faire attention ici à ne pas être insensible. Mais c'est vraiment réussir à ne pas se sentir victime. C'est pas Mm. évident. C'est Oui, pas c'est évident. vrai, c'est vrai. Et je pense en tout cas, ça dépend beaucoup des circonstances, ça dépend d'où tu te retrouves, de qui t'entoure. Et il y a des environnements où c'est vraiment dur de ne pas se sentir victime. Mais mon conseil, c'est de quitter ces environnements. C'est de dire, de ne pas rester. Si c'est un endroit qui te rabaisse, si c'est un environnement qui vraiment La terre est crée grande. trop de barrières, voilà, la terre est grande, exactement, la terre est grande. Donc vraiment, je dirais que c'est ça. Mais je pense que c'est aussi en parler. C'est pendant notre temps, je pense qu'aussi c'est que peut-être qu'il n'y avait pas aussi assez de gens, mais on n'en parlait pas vraiment, je pense. Mm. Et je pense que ça a changé. Je pense que les gens en parler permet aussi de le régler, permet aussi d'éduquer un peu, tu vois, la société à large. Euh, mais je dirais si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de dire la terre est grande, effectivement, que si tu peux pas changer l'environnement, quitte l'environnement. Tout à fait. Je suis absolument d'accord. Moi, je partage complètement ton point de vue. Si tu peux pas changer les choses, bah, voilà, faut pas avoir de souci à se déplacer, à faire un pas de côté Exactement. et voilà. Absolument. Mmh. Absolument. Alors, je sais que, l'Afrique, bien sûr, là, par rapport à ce que tu nous as décrit, super opportunité, fintech, pays, enfin, continent même, en développement démographique, ainsi de suite. Il y a tout à faire. Mais je sais que c'est aussi un choix du cœur et c'est peut-être même d'abord un choix du cœur. Oui, oui, oui. Alors, Oui. comment ça s'est fait? Oui. Non, tu sais, au bout d'un moment, quand on travaillait bon, chez Price, notamment, il y a un côté intellectuel stimulant. Euh, tu fais des fichiers Excel, des PowerPoint, des trucs sympas et tout ça. Mais pour moi, c'était vraiment quel impact on va avoir. Tu vois, si tu aides Orange à optimiser les revenus des professions libérales dans le 15e arrondissement, Ouais. c'est pointu, hein. Ça va te prendre du temps. Moi, Mais bon, franchement, j'ai toujours eu du mal avec ça. mais À bon, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va, mais effectivement, mais à la fin, c'est vraiment quel impact. Et pour moi, si tu regardes le monde, si tu regardes la trajectoire du monde, on a 1 milliard de personnes en Afrique aujourd'hui. Si tu te projettes, tu vois, quasiment la moitié de la force de travail du monde va être en Afrique dans les 50 mmh, ans à venir. Euh, tu te dis, mais c'est excitant. Tu ressens peut-être ce que les gens ont ressenti aux États-Unis juste après la Première Guerre mondiale, tu vois, mmh, euh, euh, la grosse vague, quoi, le tsunami. la grosse vague, exactement. C'est en Asie, peut-être dans les années 80, début des années 90. Mmh, On sent le frémissement de ces choses-là. Et aussi, c'est que, euh, oui, pour moi, c'est aussi de dire, euh, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu tellement de concours de circonstances dans ma vie, tellement je dois tellement à des gentils étrangers, comme je dis, que pour moi, ça semble naturel d'essayer de faire quelque chose qui peut changer la vie des gens aussi. Donc, ouais, c'est pas, donc il n'y a pas plus meilleur endroit pour faire ça en ce moment en Afrique. C'est de ouais. arriver à faire des business qui peuvent vraiment changer la vie, qui peuvent améliorer la vie au quotidien de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions de personnes. Et on a cette opportunité. C'est pas, je pense pas que toutes les générations ont cette opportunité. Il y a des générations, le baby boom, tu vois, qui ont l'opportunité de juste profiter de la vie. Et il y a des générations qui ont l'opportunité de changer le cours de vie. Et je pense que nous, on fait partie de cette génération et ce serait dommage de laisser passer la chance. Bien, franchement.
Pas mal du tout. Et comment tu vois l'avènement de la technologie des blockchains, justement? Du Hmm. côté, toi, tu étais un pionnier finalement de la DeFi, de la finance décentralisée, quelque part. Ouais, c'est Et, vrai. On en l'appelait Afrique, pas comme ça. on l'appelle pas On comme ça. l'appelait pas comme ça, mais c'était effectivement. Et comment tu vois cette évolution par rapport à ton business? Écoute, ça me rappelle beaucoup l'Internet, en fait. Tu Oui. sais, tu vois, des milieu des années 90, les premières vagues, alors on n'était pas très sûr. Tout le monde disait l'Internet, ça fait peur, c'était pour les brigands, le commerce électronique, comment ça va marcher. Tu vois, Mhm. on a les mêmes débats. Si tu retournes dans les Dark débuts, dans web, les années ainsi de 90, suite. exactement, on avait les mêmes Ouais, choses. tout à fait. Et tu Même les courbes regardes, d'adoption d'utilisateurs, elles sont similaires, hein. Les courbes absolument, d'adoption, absolument. c'est impressionnant. Donc, si tu veux, moi, je dis souvent, les innovations comme celle-ci sont souvent surestimées sur le court terme et sous-estimées sur le long terme. Absolument. Et donc, je pense que ça va changer. On est en train de rentrer dans une période qui va durer. Et le Web 3, c'est une réalité. Pour nous, qu'est-ce que ça change? Ben, c'est de trouver le bon accrochage. C'est-à-dire, quand tu as une transition, ben, faut savoir à quel moment, comment naviguer, tu vois, l'entrée. Pour nous, c'est vraiment ça. On est dans un continent où les gens sont en train d'arriver à la finance en général déjà via la technologie. Donc, Oui. pas connu les chéquiers, pas connu les agences, les machins. Mhm. Directement sur le téléphone, c'est électronique, c'est instantané. Donc, déjà, ça te donne une bonne couche pour construire. Mais en même temps, les gouvernements ont encore une emprise tellement énorme sur le business et sur les pays. Et l'idée même du Web3, du défi, tout ça, c'est de décentraliser. Donc, je pense on va avoir quand même encore pour quelques années un peu une espèce de tension entre Oui. les gouvernements, les banques centrales et ce mouvement. Et ça, c'est Mais je mondial, ça, hein, pense, c'est même pas propre qu'à ouais, l'Afrique. ouais, mais je pense que, tu vois, en Afrique encore, tu regardes Encore plus, tu penses? oui, parce que la place des gouvernements dans l'économie est encore plus forte. Oui. Si tu veux. Donc, c'est encore, tu vois, tu prends, je sais pas, tu prends le Malawi, le gouvernement est le plus grand payeur, le plus grand. Si tu veux faire des flux de transactions, tu es obligé de passer par le gouvernement. C'est vraiment Oui. l'acteur le plus important. Donc, ce qu'ils font définit un peu quand même l'horizon ou ce que tu peux faire. Donc, à cause de ça, je pense que ça va nous. On va avoir quelques années de turbulence, je pense, où ça va pas être très clair. Il va y avoir des clashs, il va y avoir des suspensions, des décisions comme on en voit au Nigeria aujourd'hui. Mhm. Je pense que ça va continuer encore pour quelques années. Mais juste comme l'Internet, je pense qu'on va arriver à trouver une manière d'accrocher la masse. Et, Mhm. euh, et les business comme le nôtre vont évoluer comme les business ont évolué avec l'Internet. Et Absolument. ceux qui n'évolueront pas vont disparaître. Ouais. Ça va être la loi de l'évolution. Et absolument. Tout à fait. D'accord, d'accord. Bon, pour finir, une citation et un livre. Une expression que tu aimes bien, voilà, et un livre que ouais, Oh, de un livre. Ok, laisse-moi commencer par le livre. vas-y. Hmm. Ça doit être un livre business ou juste un livre en général? C'est un livre, ouais, qui te pas forcément business. Tu peux faire un livre business, un Ok. livre, voilà, plus vie, Alors, un livre life. historique intéressant que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Il est à toi ce beau pays. Mmh. C'est de Et qui? euh, je vais te dire tout à l'heure. Et ça parle J'essaie de me rappeler son nom. Mais je crois qu'elle est caribéenne. Euh, mmh mh. mais c'est l'histoire du Congo, en fait. Ah, Mais avec le parallèle entre Livingstone, Stanley, la découverte de l'Afrique, si tu veux, waouh. Léopold II, mais en même temps le mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis et certains missionnaires américains qui se sont aussi retrouvés au Congo. L'histoire commence en fait par un Congolais qui a participé à l'exposition universelle en 1900 aux États-Unis et comment il finit par se suicider. Mmh mh. Et on refait le tout et vraiment j'ai trouvé que c'était non seulement absolument bien écrit, euh, mais ça retrace et ça contraste tellement l'histoire des peuples noirs un peu partout Mmh mh. Mmh mh. et l'évolution un peu et l'impact et tu comprends un peu plus.
l'impact de la colonisation et certains débats qu'on a encore aujourd'hui autour de l'Afrique, 54 pays, les frontières sont complètement arbitraires et on fait des contorsions pour essayer de construire un marché unique à gros frais. Et tu comprends un peu plus pourquoi, enfin, comment on en est arrivé là. Un peu. Et donc, c'est un gros pavé comme ça, c'est bon pour les vacances de Noël. Euh, il est à toi ce beau pays. Ce beau pays, d'accord. Il est à Non, toi c'est ce beau intéressant pays. ça. Et je vais dire le livre business peut-être? Le livre business, alors Le market j'hésiterai, je culture? choisirais peut-être deux. Il y en a un qui est plus personnel, qui est, alors c'est en anglais, je pense qu'il doit y avoir une traduction française, qui Mhm. s'appelle Why Should Anyone Be Led by You? Why Euh, should anyone? Be Led by You. Ah ouais, non, ça me dit rien. Donc, alors, tu vois, en général, toutes les histoires de tous les bouquins de leadership Hmm. parlent du leader glorifié, et c'est vraiment un livre qui parle plutôt du point de vue euh, du follower, si tu veux. Alors, Hmm. pourquoi quelqu'un devrait te suivre, enfin, voudrait te suivre, tu vois. Ouais, Et donc, ça change un peu l'angle, c'est assez ouais. intéressant, qui m'a marqué. Je l'ai lu il y a quelques années, ça m'est resté et c'est encore un de mes livres références. Et cette année, j'ai lu un truc qui s'appelle No Rules Rules, qui est le livre de No rules, Netflix. rules? No Rules Rules. Ah, rules, Euh, ah, ok, ok. et c'est le livre de Netflix et qui explique un peu euh, à la fois l'histoire de Netflix et aussi la culture d'entreprise de Netflix, que je trouve Hmm. assez fascinant. C'est Donc fascinant. ça m'a, Ok. ça, voilà. Bon, bah ça c'est. Voilà, bah écoute, Daré, merci, merci encore une fois pour ton temps et ta participation. Je t'en Et prie, mais c'est vraiment un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser quelque part dans le monde bah avec bientôt. grand plaisir. Tu fais pas de saut à l'occasion là dans le sud de la Alors, Turquie par hasard? je dois aller à Istanbul Ah, en mai. En mai. ah, C'est pas encore confirmé, mais normalement, je dois y un aller. business trip? Et business trip, ce sera ma première fois en Turquie. Je suis jamais allé en Turquie. Ouais, c'est en plein développement là. Enfin, la Turquie, Ouais. c'est Et vraiment bon. il y a pas mal de liens Oui, avec l'Afrique en ce moment. Ouais. ouais. Mais je crois qu'il y a de plus en plus, ouais, il y a la Turquie qui renoue pas mal de liens. Je crois, bon, il y a l'Asie depuis un petit moment. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui ont compris que Ouais. voilà, il y avait Et, beaucoup de choses à et, faire. et tu sais, nous, comme on facilite beaucoup de paiements, on commence à avoir Mm. beaucoup de demandes pour les paiements vers la Turquie. Les gens qui veulent en fait importer des trucs de Turquie Ah oui, exact. et pouvoir payer. Donc c'est pour ça que je viens pour essayer de voir Ouais. comment Ils quel exportent partenariat énormément. on peut faire. Ils Exactement. ont fait Ouais. baisser, je sais pas si tu as vu, ils ont baissé énormément, ils ont dévalué la monnaie. Elle a dévalué énormément parce qu'ils ne veulent pas augmenter les taux directeurs. Et du coup, là, par exemple, ça a été annoncé là récemment, la Turquie, 7% de croissance, le pays avec le taux de croissance le plus élevé parmi les G20. Oh wow. Parce qu'énormément 7%, c'est d'exportations. beaucoup hein, en Covid. Hein. Ah ouais, pendant Covid, absolument. C'est Non, non, énorme. c'est une très très forte économie. Ça Écoute, m'a fait Faudil, plaisir, merci Daré. beaucoup. Prends soin de toi Pareil, pareil. et Porte-toi tous mes bien. vœux de succès. J'espère qu'encore 10 fois plus de succès.